Donc aujourd'hui, je suis accompagné par Christophe Milot qui m'aidera à répondre à vos questions à la fin de la présentation. Expert et consultant, beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc l'agenda du jour, ça sera regroupé en deux grandes parties. Une partie présentation PowerPoint avec les principales nouveautés qui sont l'intégration de systèmes d'information géographique, un outil qu'on a appelé le suivi analogique et un outil de présentation de données qui permet de représenter des graphiques dans l'environnement Supervis Panorama. On fera un bref rappel sur les principales améliorations et nous embrayerons directement avec plusieurs démonstrations sur un PC 32 bits puisque une des contraintes d'une de ces nouveautés, c'est l'utilisation d'un environnement 32 bits pour le plugin Google Earth. Ensuite, on fera un petit aparté sur des notions de cybersécurité qui concernent principalement la version 6 de Panorama, même s'il y avait déjà des choses effectuées en version 5. Ensuite, la conclusion qui fera un bref récapitulatif de ce que nous avons présenté aujourd'hui et nous passerons à vos questions et à nos réponses. Donc les notions utilisées dans ce web séminaire sont bien sûr des notions d'utilisation de Panorama E2. Donc si vous avez suivi la formation de base de Panorama, vous serez à l'aise avec les différentes explications et manipulations effectuées. Je m'appuie sur une future version de la démonstration livrée en standard avec Panorama E2, dans laquelle j'ai rajouté des fonctionnalités que je vais illustrer. Attention, une des nouveautés de la version 6 de Panorama E2 modifie le format d'enregistrement des applications. C'est lié à une des nouveautés V6, qui est le support de l'Unicode, donc la possibilité d'utiliser tout type de caractères dans l'intégralité de l'application. Et donc si vous enregistrez votre application avec une version 6 Panorama, il se peut qu'elle ne soit plus utilisable sur une version 5 de Panorama Studio. Donc faites attention si vous voulez utiliser l'application que je vous fournirai aujourd'hui avec une version 6 et une version 5. Donc tout d'abord, les principales nouveautés de Panorama, on en compte 3 aujourd'hui, le système d'information géographique, le suivi analogique et la présentation de données. Donc dans l'ordre, le système d'information géographique a déjà été introduit lors des Panorama DES, avec une nouveauté depuis les Panorama DES, c'est l'intégration du système OpenLayer 3, donc avec d'autres nouveautés que je vous présenterai lors des manipulations. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir quelque chose de fonctionnel à jour en temps réel avec des zooms très prononcés et de pouvoir bénéficier des fonctionnalités des différents systèmes puisque chacun apporte aussi son lot d'innovation et de particularités. Donc tout d'abord les points communs à tous ces systèmes d'information géographique, eh bien l'idée c'est de pouvoir placer et animer des marqueurs sur des cartes, de les filtrer en fonction d'un filtre principal et d'un filtre supplémentaire, de la même manière que vous pouvez aujourd'hui filtrer par exemple des alarmes dans des historiques d'alarmes. Manipuler bien sûr l'emplacement affiché sur la cartographie, importer des fichiers KML, c'est des formats de marqueurs au format XML proposé par Google principalement, mais les autres systèmes permettent de l'exploiter. Ça permet d'apporter en masse des listes de marqueurs et des informations supplémentaires externes à la supervision. Bien sûr, le contrôle nous permet de savoir quel est le marqueur qui est sélectionné dans l'interface et la possibilité, bien sûr, d'alimenter ce marqueur d'une infobulle et d'une fenêtre personnalisable qui permet aussi d'interagir avec l'environnement de supervise. Donc voilà quelques exemples. Le premier exemple, c'est une démonstration que j'ai faite où on peut voir donc l'intégration d'une carte Maps de Google avec une spécificité d'encart Google qui interagit avec, sur la partie droite, des informations présentes dans la supervision. Donc un mix entre différents éléments. Ici, il s'agit d'une application d'un client en exploitation. Et le troisième, la possibilité, par exemple, sur une cartographie OpenLayer 3, d'acquitter les alarmes directement via le synoptique intégré dans le système cartographique. On verra ça bien sûr plus en détail lors de la démonstration. Ensuite, eh bien, les spécificités de chacun de ces systèmes cartographiques. Donc on voit par exemple que Google Earth ne fonctionne qu'en 32 bits, d'où la spécificité de cette démo. Certains éléments permettent de fonctionner hors ligne, donc d'avoir son propre serveur de cartographie. Google Maps ne permet d'afficher que 2 types de cartes, avec éventuellement l'élément routier par-dessus, tandis que OpenLayer permet de superposer un nombre indéfini, illimité de couches et de cartes. Les fonctionnalités de groupement de marqueurs sont légèrement différentes entre Maps et OpenLayer, on le verra aussi plus en détail. Google Earth est le seul service à proposer bien sûr un environnement entièrement en 3D, donc il peut
présenter certains avantages dans certains métiers. Et les services Google peuvent devenir facilement payants à son utilisation, donc je vous invite à consulter les licences liées à ces services. Donc les systèmes de cartographie, l'avantage c'est de pouvoir mutualiser des connexions, donc de limiter la connexion Internet vers les serveurs de cartographie généraux, on va dire, et de plutôt s'orienter vers un service local de cartographie qui lui va se mettre à jour de manière programmée ou automatisée. Ça limite bien sûr l'exposition des systèmes de supervision au risque d'Internet. Deuxième nouveauté, c'est un objet fonctionnel panorama. Donc il n'y a pas réellement d'interface en exploitation sur ce système, il faut la construire en supplément. Je présente ce graphique pour pouvoir expliquer le fonctionnement de cet outil. Donc nous avons par exemple une mesure sur laquelle nous souhaitons effectuer des prévisions de fonctionnement. Donc nous allons avoir cet outil qui va effectuer par exemple pour un seuil donné une estimation d'atteindre dans le temps de ce seuil. Donc pour ce faire, on va faire un suréchantillonnage, un sous-échantillonnage de cette mesure, et nous allons effectuer au travers du calcul des moindres carrés une tendance sur une régression linéaire d'une type y égale à x plus b pour calculer une estimation dans le temps d'atteinte de ce seuil. De la même manière, on peut donner un délai dans le temps de mesure et demander à cet objet quelle sera la valeur atteinte à cet instant. Bien sûr, ces données sont de type variable panorama et on peut très bien associer à ces mesures, ces calculs, des alarmes panorama si le 2D par exemple va devenir trop court ou si la valeur estimée va dépasser des seuils de fonctionnement. L'outil suivi analogique, bien sûr, présente d'autres caractéristiques comme le minimum, la moyenne et le maximum des échantillons et le calcul de la pente de cette courbe de régression ainsi que des indicateurs d'état via une énumération qui permet de mettre en œuvre facilement de manière graphique, visuelle, la tendance d'évolution de cette courbe. Voilà ce qu'on peut représenter dans Supervis, on le verra tout à l'heure directement dans la démonstration en temps réel. Troisième principale nouveauté dans Panorama E2, c'est un nouvel outil de présentation de données, donc qui couvre en partie les fonctionnalités du tracé de données existant qui s'appelle Pégase, avec de nouvelles mises en forme, des mises en forme qui sont attendues par exemple au niveau des tracés de courbes paramétriques, y égale f de x, où on peut avoir des mesures qui évoluent au cours du temps entre elles. Donc par exemple avoir un axe, une pression, et sur un autre axe la température. Ensuite on a tout type de représentation, des radars, des secteurs, des coordonnées polaires, des bulles. On verra bien sûr l'ensemble de toutes ces possibilités dans la démonstration juste après. Et sur cet outil de tracé de données, on a bien sûr les outils existants que vous connaissez déjà, la possibilité de faire un zoom sur une partie du graphique, de positionner des curseurs pour pouvoir visualiser des mesures ou des instances précises sur le graphique. Un nouvel outil qui permet de faire de calcul de pente et d'écart. Donc auparavant, sur l'outil précédent, il fallait construire un script pour mettre en œuvre un calcul et donc calculer la position entre deux curseurs. Ici, le calcul de pente est entièrement automatisé via la fonctionnalité calcul de pente. On peut bien sûr encadrer nos mesures avec des seuils, des domaines ou des gabarits. Et il y a une fonctionnalité un petit peu particulière que je présenterai juste après en détail, qui est l'inversion de données, qui correspond un petit peu à la version matricielle ou la version données-mesures dans Excel, qui permet de faire, données-séries dans Excel, qui permet de représenter des graphiques temporels sous une autre forme. Pour alimenter ce nouveau tracé de données, nous avons bien sûr des possibilités d'alimenter ça directement par Panorama E2, donc que ce soit des données en temps réel ou des archives, via des outils standards Excel ou fichiers CSV, et directement via une base de données SQL, donc pour permettre d'aller attaquer des données externes à Panorama ou des données bien sûr provenant de Panorama IT avec une interface plus facile à mettre en œuvre. Voilà, donc petit détail sur la version matricielle, on a par exemple des données qui évoluent au cours du temps avec une dizaine de séries, qui permet d'avoir par exemple un graphique que l'on utilise habituellement, donc d'avoir des courbes qui évoluent au cours du temps. Mais on peut aussi avoir un autre type de représentation lorsqu'on effectue cette inversion matricielle, donc qui est disponible pour l'ensemble des graphiques temporels de ce nouvel objet.
c'est d'afficher non pas en abscisse le temps, mais les séries, et d'avoir quelque chose qui va évoluer entre les séries. Donc, par exemple, si vous avez des mesures de même nature, des mesures de température sur un équipement à différents points, permet de voir l'évolution des échauffements et des refroidissements de cet équipement. Nous passons donc aux améliorations proposées par Panorama E2V6. Nous avons donc les principales améliorations, je l'en ai parlé en introduction, c'est la gestion totale de l'Unicode. Donc vous pouvez avoir des noms d'utilisateurs et des mots de passe en cyrillique, en grec, en chinois, il n'y a plus de limitation de ce côté-là. Nous avons ajouté, en plus donc de la gestion du standard OPCUA, la génération de certificats via un outil dans Panorama, donc qui facilite la mise en œuvre d'OPCUA sur des architectures distribuées. Un outil qui permet de générer des MIB, donc les MIB c'est des fichiers de configuration de valeurs publiées au format SNMP, puisque Panorama est aussi bien serveur que client SNMP, agent et manager. Et donc on a un outil qui permet de générer ces informations SNMP pour pouvoir fournir à un autre superviseur de type Nagios ou autre superviseur d'infrastructure réseau les informations publiées par les serveurs Panorama. D'autres améliorations, peut-être un petit peu moins évidentes, c'est des améliorations sur les temps de démarrage de l'IHM. On a optimisé les affichages. On a ajouté à l'outil et l'explorateur d'application la partie IHM, la partie exploitation de Panorama, donc ce qui va ravir les développeurs d'applications. Et nous avons ajouté divers outils d'ergonomie dans Panorama Studio. Donc si nous avons le temps, nous présenterons peut-être plus en détail ces éléments. Donc la possibilité d'avoir une couleur de palette personnalisée, l'utilisation d'une pipette pour récupérer n'importe quelle couleur présente à l'écran. Donc c'est beaucoup plus facile pour mettre en œuvre des couleurs particulières dans vos applications. On a amélioré la détection et la correction des erreurs dans les vues. Il vous est à présent possible d'éditer des vues de référence directement à partir des vues incrustées, sans avoir besoin d'aller rechercher le modèle correspondant à cette vue incrustée. Et des outils de séparation des différents onglets de l'éditeur graphique qui permet une manipulation plus rapide et des recherches plus rapides dans les éléments affichés sur une vue. Et donc d'un point de vue maintenance, ça permet de gagner beaucoup de temps. Je fais un aparté aussi sur une amélioration particulière qui a un retour très très positif et inattendu sur cette fonctionnalité. C'est l'ajout de nouvelles possibilités dans l'établissement de règles de renseignement automatique de propriété. Donc on peut extraire par exemple des informations pour reprendre des éléments de configuration. Donc ici par exemple, pour les personnes qui connaissent Panorama, on reprend le nom de l'objet dans une de ses propriétés qui permet de faire des constructions. Et on a donc ajouté des fonctionnalités d'extraction d'informations sur, par exemple, la partie gauche, la partie droite, ou le remplacement de texte dans les valeurs des propriétés existantes pour en construire de nouvelles. Donc on n'est plus limité, par exemple, au fonctionnement de programmation qui interdit, par exemple, l'utilisation d'espace dans des noms d'objets. Donc on peut, par exemple, remplacer le nom valve par van qui permet d'avoir des libellés qui sont renseignés beaucoup plus facilement, beaucoup plus automatiquement qu'auparavant. Donc on préconise souvent l'utilisation de libellés dans les objets Panorama. C'est des choses qui ne sont pas forcément mises en œuvre jusqu'à présent puisqu'il c'était peut-être assez fastidieux d'aller renseigner à la main ou de construire un système automatisé via par exemple une formule qui permettrait de renseigner des choses dynamiquement. Donc aujourd'hui on a quelque chose de plus facile à mettre en œuvre et qui facilite la génération automatique de parties d'application. Ça permet aussi, chose un petit peu originale, pour les personnes qui ont essayé de faire des choses assez avancées dans Panorama, de construire des sortes de modèles d'exploitation avec par exemple l'extraction d'un numéro, d'un identifiant à partir d'une vue pour caractériser cette vue dans son comportement et donc par exemple gérer des collections d'onglets, de boutons, etc. dans Panorama. Autre possibilité d'utiliser cette nouvelle règle de renseignement automatique, c'est la fonctionnalité add qui permet d'ajouter un nombre à un autre. Donc, par exemple, d'avoir des adressages de base sur des équipements d'automates et d'aller chercher des informations incrémentées par rapport à cette adresse de base, par exemple. Donc, dans cet exemple, l'emplacement de la variable liée à l'alarme ou à l'état d'un équipement.
Bien, en pratique, vous pouvez faire surtout un offset lié à cette adresse de base. L'exemple précédent était plutôt orienté marketing. D'un point de vue concret, vous auriez plutôt tendance à utiliser ce genre de représentation. Je vous ferai, si nous avons le temps, une démonstration complémentaire sur la mise en œuvre de ces fonctionnalités dans un autre cas de figure. D'autres améliorations qui ne seront pas forcément présentées aujourd'hui, c'est la possibilité de centrer le zoom sur le curseur dans une vue panorama et non plus sur le coin supérieur gauche. La gestion de l'anti-crénelage, ce qu'on appelle l'anti-aliasing. Dans Panorama, tous les tracés sont vectoriels. Donc si vous avez une compression ou une distorsion, vous allez avoir un effet d'escalier sur les segments ou les courbes qui vont être obliques. Et vous avez la possibilité de donner de la fluidité sur ce contour. D'autres améliorations d'optimisation et de recherche d'erreurs, que ce soit dans Panorama Studio ou dans l'outil de recherche d'application. Nous avons aussi mis en œuvre de nouveaux formats d'affichage qui simplifient la présentation d'informations. Par exemple, vous avez un numérique qui représente des secondes, et bien vous pouvez l'afficher sous forme de secondes, sous forme d'hexadécimale, sous forme binaire, etc. Nous avions aussi proposé dans la version 5 quelques ajouts de connexions pour les comportements d'IHM. On avait ajouté des paramètres d'animation, par exemple, pouvoir customiser une couleur et donc la rendre liée à une connexion et donc un paramètre d'un composant. Pardon. Nous avons élargi ce procédé à l'ensemble des paramètres d'animation et de commande. Par exemple, aussi pour le niveau d'accès, vous pouvez à présent gérer une connexion sur le niveau d'accès requis pour effectuer une commande, ce qui est plus facile pour la mise en œuvre, ce qui évite d'avoir plusieurs modèles de vue pour juste différencier ce genre d'éléments. La gestion du glisser-déposer est quasiment totale. Tous les éléments graphiques de Panorama peuvent supporter le glisser-déposer, à condition qu'ils n'utilisent pas une autre forme de commande similaire, comme par exemple le scroll, le glissement horizontal ou vertical, donc là qui aurait en prise par rapport au glisser-déposer. Nous avons amélioré l'annulation nous avons ajouté le comportement d'annulation de saisie de texte. Donc en cas d'annulation d'une saisie d'une valeur dans Panorama, vous pouvez déclencher un comportement, par exemple un script, qui permet de gérer l'annulation de cette saisie ou de cette commande. Bien, on va passer à la démonstration proprement dite. Donc pour ce faire, je vais partager mon écran. Voilà, donc là je suis dans une machine virtuelle, un Windows 7 SP1 en version 32 bits, et nous avons directement une cartographie qui est reprise donc de la démo existante Panorama, sur laquelle j'ai effectué quelques modifications. Donc ici on est sur un environnement Google Maps qui nécessite donc une connexion Internet, et nous avons un ensemble de marqueurs fournis par l'environnement Panorama qui donc demande au contrôle de placer les différents éléments et de les animer sur une carte. Donc là, par exemple, on a une alarme qui est en cours sur nos bureaux de Chester en Angleterre. Et lorsque l'alarme disparaît, le curseur change de couleur. C'est une animation simple. Nous avons donc des possibilités, par exemple, de filtre. Si je mets Est sur le filtre, tous les marqueurs comprenant le mot Est sont filtrés. Donc on va retrouver Chester, dans lequel on trouve Est. Tout ce qui est sud-est, sud-ouest, nord-est et nord-ouest. On peut regrouper les marqueurs avec une certaine distance. Lorsque le zoom augmente, les marqueurs deviennent séparés, et plus on dézoome, plus les marqueurs vont avoir tendance à se regrouper. Donc ça, c'est une fonctionnalité intrinsèque de Google Maps. On va voir que sur les autres systèmes, les comportements sont peut-être légèrement différents. On va prendre directement OpenLayer version 3, qui nous permet d'avoir les fonctionnalités d'OpenLayer 2 en plus de nouvelles fonctionnalités. OpenLayer 3 propose donc le même comportement pour l'ensemble de ces marqueurs, si ce n'est qu'il propose par exemple une gestion de calques séparés. Et donc je vais avoir la possibilité d'afficher plusieurs calques qui se superposent avec plus ou moins de transparence. Voilà pour les exemples. On va retrouver donc des fonctionnalités qui sont disponibles dans les autres contrôles de Geoscada. L'affichage d'un infobulle personnalisé, donc on a défini dans Panorama comment allaient être disposés les différents éléments, le détail, les informations qui sont présentes. Donc cet élément est directement une vue du contrôle avec laquelle je peux interagir avec Panorama pour avoir par exemple les détails des alarmes présentes sur ce site. Donc ce site,
Cette vue correspond à une vue panorama et à une interaction. Donc par exemple, ici j'ai une alarme qui est présente en cours, je peux la quitter via ce bouton directement dans le contrôle SIG. Bien sûr, chaque site a ses caractéristiques, hein, nos agences par exemple à Metz ou au sud-ouest. On peut autoriser des contrôles à fonctionner ou pas, avec par exemple le contrôle de zoom, ou déplacer la souris. Là je bloque la vue. On peut bien sûr, avec justement les nouveautés de OpenLayer 3, effectuer une rotation de la carte. Donc c'est pratique pour certains de nos clients qui souhaitent par exemple visualiser le Rhône de manière horizontale, etc. Je vais passer donc au plugin Google Earth, hein, donc je rappelle qu'il nécessite un environnement d'exécution 32 bits et une connexion Internet, pour ça que c'est peut-être un petit peu loin à démarrer. On a les mêmes fonctionnalités, hein, de placement et d'ajout de curseur. Je souhaitais surtout vous illustrer. Donc ici on est au bout du musée du Louvre. Je voulais surtout vous illustrer la possibilité de charger via donc les fichiers KML un environnement 3D supplémentaire, donc des modèles 3D qui sont décrits dans le fichier de marqueur, et donc qui permet par exemple de réaliser ce genre de choses. Donc ici on voit plusieurs éléments. On voit par exemple l'emplacement d'une caméra et son cône de visualisation du carrefour, et l'état par exemple de circulation. Alors attention, on peut gérer que des marqueurs au travers de panorama, et par contre le filtrage a lieu sur l'ensemble des éléments présents dans l'environnement. Donc si je veux par exemple n'afficher que des flèches, j'ai la possibilité de le faire via le filtre. Par contre, d'un point de vue sélection d'éléments, dans Panorama actuellement, je ne peux sélectionner que des marqueurs. Donc ici, vous visualisez que les flèches en fait ne sont pas tout à fait au niveau du sol. Ça me permet d'introduire une autre nouveauté. J'ai volontairement affiché que certains éléments dans l'environnement supervise, et je vais chercher à utiliser un outil que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'explorateur d'applications, mais au mode exploitation, c'est-à-dire me connecter à Supervise pour aller visualiser des propriétés et des fonctionnalités qui ne sont pas forcément présentées à l'utilisateur. Donc pour le débogage des applications Panorama, la mise au point, eh bien ça facilite, ça évite d'avoir à construire une partie d'interface qui n'est utilisée que pour le développement ou la mise en point. Donc la vue principale, c'est celle qui est ici encadrée dans l'outil, et les vues secondaires, qui sont ouvertes dynamiquement par l'application, sont visualisées ici. Et on retrouve exactement le même comportement que en mode fonctionnel, c'est-à-dire la listing de toutes les propriétés de tous les objets, la possibilité d'avoir une liste personnalisée qui, par exemple, pourrait être la visualisation de certaines propriétés, par exemple celle-ci et celle-ci. Je peux changer dynamiquement les éléments, et on voit déjà que je commence à avoir déjà du relief sur ma cartographie. On va chercher par exemple à visualiser les bâtiments, ce qui explique pourquoi ici mes flèches n'étaient pas au niveau du sol, parce que j'ai cherché à les encastrer au niveau du pont. Bien sûr, toutes les commandes de pilotage sont disponibles comme lorsque l'on utilise le serveur fonctionnel. Christophe, est-ce que l'on peut se connecter à un Supervise d'une autre machine, comme on le faisait par exemple avec un mode fonctionnel? Ça ne fonctionnerait qu'en local. D'accord, c'est à confirmer, je n'ai pas vérifié. On peut passer à la deuxième présentation, donc qui va concerner le tracé de données. Donc on va passer à la première vue. Donc là, c'est une vue qui sera disponible dans la prochaine version de la version de démonstration, avec par exemple des courbes en temps réel. On peut choisir bien sûr les courbes que l'on souhaite visualiser. On peut en ajouter d'autres par exemple. Hop. On peut dynamiquement changer le type de courbe. Donc là par exemple pour la courbe numéro 1,
Je change le type de tracé, je peux changer aussi la couleur. Tout est dynamique, hein, que ce soit dans la présentation graphique, dans la légende, dans les données, etc. On a un dynamisme. On peut bien sûr, comme pour l'outil précédent, piloter certains paramètres de représentation, donc par exemple la plage, les échelles, la légende, etc. On peut bien sûr visualiser des données en temps réel, mais on peut aussi visualiser des données historisées. Donc ici, par exemple, on retrouve les 3 mesures précédentes sur les dernières minutes. Une des nouveautés de ce nouvel outil, c'est par exemple la gestion dynamique de seuil, et donc le remplacement, par exemple, par une couleur plus marquante, la portion de la courbe qui dépasse du seuil, que ce soit en haut ou en bas, et bien sûr de manière dynamique. Sur le graphique de gauche, on a souhaité présenter, si je mets en pause, le décalage de courbe. Donc on a une courbe qui est associée aux axes gauche et bas, et une autre courbe associée à l'axe haut et droit. On peut désynchroniser les axes. Si on effectue un zoom, si on désynchronise les axes, on peut décaler la représentation d'une courbe et d'une autre. Ce qui permet par exemple de rechercher des alignements ou des périodicités ou d'absence de périodicité entre des mesures. Si on reste en pause, on peut par exemple ajouter des curseurs, comme on l'avait précédemment, donc sur cet axe ou sur l'autre. On peut effectuer une fonctionnalité particulière, c'est afficher seul, n'afficher que cette courbe puisqu'elle m'intéresse en particulier. Je peux effectuer un calcul de pente sur cette courbe. En plaçant 2 curseurs, je vais avoir des calculs statistiques sur l'écart en X, l'écart en Y et la pente. Des choses pratiques pour tout ce qui va être de mise au point de système ou tout ce qui va être sur des applications de type scientifique. Je vous présente 2 types de courbes avec les possibilités. Donc là, on est toujours sur un tracé temporel avec des représentations diaphanes, avec une légère transparence, la possibilité de mettre des courbes en arrière ou en avant-plan. On peut cacher une courbe. Celle-ci, je la mets en arrière-plan et donc changer l'ordre des courbes. Différents types de représentations. On peut même afficher des éléments en 3D que l'on peut disposer de différentes manières. D'autres types de courbes, eh bien les extrapolations entre les différents points de mesure. Soit on peut faire des polynômes de Lagrange, on peut faire des interpolations linéaires, on peut faire des segmentations, etc. Donc, tout type de représentation. Ici, on a sur la partie droite, on a des représentations type histogramme, soit histogramme séparé ou soit histogramme cumulé. Un autre type de courbe qui peut devenir très intéressant rapidement, c'est des courbes paramétrées, ou courbe y égale f de x. On a 2 mesures qui peuvent évoluer au cours du temps, avec par exemple des plages et des domaines de fonctionnement. Donc les courbes sont à l'intérieur d'un domaine vert, d'une surface verte ou d'une courbe rouge. On peut bien sûr caractériser chacun des éléments avec par exemple un fichier CSV. On l'a vu tout à l'heure, les sources de données peuvent être de type CSV. Et l'ensemble des points qui définit donc x, y, l'ensemble des coordonnées qui définissent la limite verte. Sur la partie droite, bien sûr, on a aussi ce genre de représentation avec l'établissement de seuil. Plus bas peut-être 30. Et bien sûr, toujours la possibilité d'avoir un changement de couleur lorsque les seuils sont atteints. Un autre exemple de mise en œuvre de ce type de graphique, c'est par exemple l'évolution d'une pression et d'une température au cours du temps, avec par exemple une vue incrustée dans ce graphique qui reprend ce même graphique avec un niveau de zoom plus prononcé. Donc tout ça est fait directement dans l'utilisation de 2 objets tracés de données, pilotés par Supervis pour toujours recentrer par exemple les mesures, pour recentrer la vue sur les mesures. J'en ai parlé tout à l'heure, les inversions de données. Donc ici on a plusieurs mesures, plusieurs séries de données que l'on souhaite relier sur une même plage de points. Et on voit une évolution des mesures au cours du temps. Donc ça peut être par exemple, cas typique, c'est des mesures de température le long d'un équipement qui a tendance à plus ou moins s'échauffer au cours du temps. Et donc on peut détecter des variations du système et peut-être pourquoi pas prédire un certain comportement.
L'utilisation ici de bulles. Donc l'avantage de l'utilisation de certains types de graphiques permet d'utiliser un système à 3 coordonnées. Donc ici on a par exemple un accent X et un accent Y. Il y a une troisième coordonnée qui peut nous donner par exemple la taille du point et donc corréler plusieurs mesures panorama sur un même tracé. Voilà, l'utilisation par exemple d'inversion matricielle nous permet d'effectuer par exemple ce genre de représentation avec des défilements verticaux et des plages de données qui s'écoulent dans le temps. On peut définir des plages de fonctionnement, donc par exemple une courbe haute et une courbe basse qui définit l'évolution d'une mesure. Des types de données directement via par exemple des scripts panorama, donc qui permet de recharger dynamiquement des valeurs modifiées. Ici j'ai une chaîne de caractères qui représente les différents points. Si je mets par exemple ici seulement 5, je vais avoir un changement dynamique toujours de mon diagramme. Donc, de plusieurs représentations possibles, bien sûr, des diagrammes en radar et pourquoi pas des données en coordonnées polaires. D'un point de vue représentation bar graph, eh bien, nous avons des représentations verticales et horizontales. Représentation verticale, c'est plutôt des histogrammes. Et la possibilité d'avoir aussi, pour ce type de représentation, des évolutions en 3D. Je termine par des représentations un petit peu plus originales, surtout la partie entonnoir et pyramide qui sont peu utilisées, et la partie secteurs et anneaux, qui eux sont plutôt utilisés dans des parties plus statistiques, avec bien sûr des mises à jour dynamiques, et la possibilité de regrouper des éléments de petites quantités ensemble pour avoir un impact plus important sur la représentation visuelle. Et dernier élément présenté, ce sera le suivi analogique. Donc nous avons d'autres représentations ici pour lesquelles nous ferons l'impasse aujourd'hui. Nous avons ici un suivi analogique, donc c'est une fonctionnalité nouvelle de Panorama E2V6. Nous avons une mesure simulée qui évolue au cours du temps. Nous effectuons des calculs sur 20 secondes, donc un échantillon par seconde, avec le calcul de la moyenne, du minimum et du maximum. Et on a donc une régression linéaire qui nous dit que la pente actuelle vaut 0,27 unités par seconde et que la tendance actuellement est fortement à la hausse. On peut bien sûr paramétrer les plages de tendance pour estimer au mieux les variations de la mesure. Les estimations qui en découlent, eh bien, la valeur 25 sera atteinte dans 22 secondes d'après le calcul actuel, et la valeur dans 20 secondes sera de 29, quelque chose. Voilà. On peut bien sûr associer des alarmes à ces durées et à ces valeurs pour pouvoir déterminer en avance des cas critiques sur le système de l'installation. Comment cela fonctionne? Eh bien, très rapidement, si je vous présente un analogue monitoring, comment ça fonctionne? Eh bien, on va avoir une source ici qui va être la mesure donnée. On va déterminer un nombre d'échantillons et une période de sous-échantillonnage. Ici, nous avons donné des caractéristiques particulières sur les seuils de la tendance. Si la tendance est comprise entre moins 0,5 et 0,5, on va dire que la tendance est constante sur cette mesure. On peut récupérer directement la valeur de la tendance, on peut récupérer les différentes mesures que l'on a vues directement dans l'objet présenté dans Supervise. Pour faire un aparté sur la cybersécurité, aujourd'hui Codera travaille avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est donc l'autorité en matière de sécurité des systèmes par le gouvernement. Et nous participons à ce qu'on appelle l'établissement du CSPN, c'est le certificat sécuritaire premier niveau pour les systèmes SCADA. Aujourd'hui, il en existe, vous pouvez aller voir sur le site de l'ANSSI. Il en existe pour d'autres types de systèmes qui sont principalement spécialisés dans la sécurité. Et ce CSPN, c'est des exigences de sécurité pour c'est un futur niveau minimal de sécurité pour les OIV, les organismes d'importance vitale, qui sont par exemple les fournisseurs d'eau, d'électricité, les télécoms, etc. Concrètement, dans Panorama, aujourd'hui, l'installation est personnalisable des éléments Panorama.
C'est-à-dire sur une machine de type IHM exploitation, vous n'allez installer que la partie supervise de Panorama. Sur un poste développeur, vous allez chercher à installer l'intégralité des outils Panorama et des outils de développement. Et sur un serveur, vous allez mettre que la partie composeur fonctionnel de Panorama. Autre point important, c'est la signature des kits d'installation et des exécutables. Donc aujourd'hui, on est en partenariat avec Norton Secure, anciennement VeriSign, qui vous certifie que ce que vous allez installer comme programme Panorama sur vos machines sont bien les programmes qui ont été émis par Codera. Il n'y a pas eu de modification ou d'altération entre la fourniture, l'exposition de nos programmes sur, par exemple, Internet, sur nos DVD, et le moment où vous allez les installer sur vos propres machines. Nous faisons aussi référence à des guides présents donc sur le site de l'ANSSI qui sont repris et personnalisés, customisés à Panorama dans l'aide en ligne de Panorama pour optimiser la sécurisation des installations Panorama, ce qui concerne bien sûr les programmes Panorama, mais aussi ce que vous en faites, l'environnement dans lequel il est exécuté, l'environnement physique, les machines, etc. Donc, un ensemble de préconisations que l'on conseille bien sûr de suivre. Donc, nous avons présenté aujourd'hui en partie les nouveautés et les améliorations de Panorama E2 V6. Ces nouveautés sont si importantes que nous avons modifié les programmes de formation de base Panorama, mais aussi le programme de perfectionnement. J'espère aussi que cela vous conforte dans l'idée que nous sommes à l'écoute de nos clients. Par exemple, la cartographie a été un besoin assez spontané de plusieurs clients importants et quasiment au même moment. Donc, on a mis en œuvre ces nouveautés. On a eu aussi des clients qui souhaitaient faire des représentations et des fonctionnements normalisés par le consortium ASM, Abnormal Situation Management, pour la construction de leur application Panorama E2. Et il manquait un élément dans Panorama pour être conforme à ces prérogatives, c'était le suivi analogique. Donc nous avons développé cet outil pour pouvoir être en conformité avec cette recommandation. Et bien sûr, de très nombreux clients nous demandaient régulièrement un nouvel outil de tracé de données pour pouvoir afficher plus de choses de manière plus facile. Et donc l'outil historique de Panorama permettait de faire une partie de ces fonctionnalités. Et nous avons donc suppléé ces fonctionnalités via un nouvel outil et répondu à l'intégralité de ces besoins de tracé de courbes. J'en profite aussi, donc, juste avant de vous donner la main pour vos questions, je vous annoncer le prochain web séminaire qui est en relation justement avec cette mise en forme de l'information Panorama, tout ce qui est lié aux recommandations du consortium ASM pour tout ce qui va être présentation des informations et des alarmes avec Panorama E2 V6, qui aura lieu donc normalement le 25 juin à 11h, heure habituelle de nos web séminaires. Voilà, je redonne la main à Jean-Luc pour pouvoir dépouiller un petit peu les questions que vous avez à nous poser. Julien, nous avons une question. Est-il possible d'afficher plusieurs vues dans Panorama ? Bien sûr, il n'y a pas de restriction fonctionnelle dans Panorama. Vous avez un environnement de développement qui vous laisse libre de construire vos applications comme vous le souhaitez, d'afficher plusieurs vues, de superposer des vues, de remplacer des vues affichées par des autres. Il n'y a pas de limitation particulière sur ce fonctionnement. J'ai une autre question. Est-ce que les vues sont auto-size en fonction de la résolution d'écran ? Oui, c'est une fonctionnalité qui est disponible dans Panorama. Ici, si je reprends rapidement, oui, non, je vais pas reprendre la main. Donc la réponse est oui. Je ne ferai pas de démonstration de la fonctionnalité. On est un petit peu juste en temps. Oui, c'est vrai, on est un peu court. Ouais. Peut-on utiliser l'outil de carte sans connexion Internet ? Alors oui, comme je l'ai présenté dans le PowerPoint. Certains outils nécessitent obligatoirement une connexion Internet, d'autres outils permettent d'avoir ses propres serveurs de cartes sur son propre réseau local et qui peuvent être mis à jour de manière sporadique ou pilotés par exemple par la DSI qui souhaiterait mettre à jour une partie de la configuration. Ok. Quelles sont les solutions GeoServer supportées ? Oui, alors donc déjà on s'interface avec des serveurs de Google Maps, de Google Earth, et OpenLayer, justement en V2 ou en V3, permet de s'interfacer avec
tout type de serveur de cartes et on supporte énormément de protocoles, WMS, WMTS, WFS. On pourrait même avoir des cartes locales de type tuile, sous forme d'arborescence de répertoire et de fichiers d'images, voire même des cartes en une seule image. Voilà, donc c'est vraiment très, très complet. Merci Christophe. La fonctionnalité n'a pas été détaillée aujourd'hui, mais est-il possible de spécifier plusieurs includes pour un script? Plusieurs includes pour un script. Aujourd'hui, non. Ouais, il n'y a qu'un seul include pour les scripts. Un script fait référence à un seul include de script. Donc pour rappel, un include de script, c'est la même chose que quand vous faites de la programmation en grande quantité sur des environnements type Visual Studio, sauf que pour Panorama c'est très simplifié. Ça permet de faire référence à une autre section de code ailleurs dans l'application, qui permet donc de mutualiser des fonctions que vous pourriez être amené à construire dans des scripts, et donc d'éviter de recopier du script partout dans votre application, et donc c'est beaucoup plus facile à maintenir. C'est une nouveauté de la V6. Une autre question. Afin d'utiliser le logiciel tracé de données, que faut-il installer? Il n'y a rien de particulier supplémentaire, c'est une fonctionnalité native de Panorama de V6. Fonctionne en 32, en 64 bits. Il n'y a pas de restriction particulière. D'accord. Est-il possible d'utiliser un logiciel de gestion de version? Un exemple, mais GIT, etc. Un logiciel de gestion de version, genre SourceSafe ou Tortoise, SVN, ce genre de choses? Oui, c'est décrit dans la documentation. Alors c'est décrit dans la documentation, me dit Christophe. Oui. Donc la réponse est oui, on peut utiliser des outils. J'ai la dernière question pour l'instant. Il n'a pas de difficulté particulière pour migrer vers une version 4, 5 ou 6? Pour migrer, non, il n'y a pas de problème. Les seules difficultés de migration aujourd'hui sont plus lorsque vous passez d'une ancienne IHM à une nouvelle IHM, donc des versions de Panorama E2 qui sont antérieures à la version 3. Oui, je vous invite à regarder donc la fiche de révision de chaque version de Panorama qui liste justement tous les changements de comportement et toutes les actions nécessaires au changement de version. Vous n'avez pas présenté le renversement d'archives vers Panorama IT? Non, c'est vrai que c'est une des nouveautés. Le reversement d'archives est une fonctionnalité nouvelle de E2V6, mais aussi de Panorama P2 et de Panorama IT, puisque ces trois produits communiquent ensemble pour effectuer ce genre d'action. Ça a été présenté, mais sur le web séminaire précédent, sur Panorama IT, version 3. Y a-t-il une gestion de zone en GeoSCADA? Y a-t-il une gestion de zone en GeoSCADA? Alors aujourd'hui, notre gestion de cartographie est plutôt orientée marqueur. Après, on a des ouvertures possibles justement pour faire des détections de zones, pour entrer dans des zones ou sortir dans des zones. Donc ça sera du ponctuel, mais on sait faire, notamment avec OpenLayer 3. J'ai encore quelques questions. Suivi analogique, ouais, j'ai beaucoup de questions même. Suivi analogique, peut-on trouver dans une propriété la valeur de la constante de la droite de tendance? La valeur de la constante de la droite. D'accord, quand on fait d'accord, quand on fait un calcul ARX, une régression, pardon. Quand on fait une régression, le coefficient B de Y égale à X plus B. Je ne sais pas. Je vous dis ça dans un instant. On peut passer à la question suivante, j'y répondrai juste après. Peut-on exporter des données depuis le nouvel outil graphique? Oui, à partir des sources, on peut faire des manipulations qui sont plus ou moins automatisées. Et après, on peut continuer à utiliser des fonctionnements de glisser-déposer, comme j'ai pu le présenter par exemple au Panorama DES. On extrait des informations depuis Supervise, depuis Panorama, vers d'autres outils, genre Excel ou directement génération de fichiers CSV dans l'explorateur Windows. Donc c'est pas propre à la présentation de données. D'accord.
cybersécurité, dispose-t-on du support de l'objet BACnet Network Security? Dispose-t-on du support de l'objet? Je ne sais pas. C'est une question trop pointue pour l'instant. Je me renseignerai, je répondrai directement à la personne. D'accord. Quand la limitation 32 bits sera-t-elle levée, pardon. Nous n'avons pas de limitation 32 bits. Donc la problématique, c'est l'exécution, je pense, d'un ActiveX type Google Earth qui ne fonctionne qu'en 32 bits dans un environnement 64 bits. Là, c'est une limitation liée à Microsoft et à Google. Donc aujourd'hui, un environnement d'exécution 64 bits n'exécute pas de 32 bits et Google ne propose pas d'environnement 64 bits pour son plugin. Donc ça ne nous concerne pas directement. Allez, ensemble des questions. Est-il possible de grouper des vues incrustées? Grouper des vues incrustées. Aujourd'hui, non. Moi, c'est la première fois que j'entends ce besoin-là. C'est vrai que ça pourrait être pratique, effectivement. Dernière question. Peut-on mélanger les sources temps réel et les historiques des courbes? Alors, que ce soit dans plusieurs possibilités. Que ce soit dans Pégase ou dans l'ancien tracé, dans le nouveau tracé de données, lorsque vous avez une donnée qui est archivée via des mécanismes archives de l'eau, fil de l'eau, et que vous les représentez dans un tracé de données, vous avez la donnée temps réel et l'historique correspondant qui s'affiche en amont de ce tracé de données. Je ne sais pas si c'est ça la question. C'était ça. Dans le nouvel outil de présentation de données, justement, on va pouvoir définir des sources pour chacune des séries. Et les sources, justement, peuvent être mixées. Ça peut être du temps réel, ça peut être de l'archivage donc qui vient depuis les fichiers, ça peut être du panorama IT, ça peut être des fichiers CSV, ou ça peut être aussi directement mis à jour par un script. On a les remerciements et les bravos de certains de nos auditeurs, hein, Daniel et Serge, qu'on remercie également. Ce web séminaire est maintenant terminé. On remercie Julien, Kim et Christophe d'avoir pu animer judicieusement ce séminaire. On vous dit à bientôt. Actor Solutions vous remercie également. Et puis, bon séminaire pour la prochaine fois. Merci à tous et bonne journée.